Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, séance de travail ce mardi 20 septembre 2022 entre le gestionnaire mandataire de l'ANIP et les responsables de la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix. Ces derniers sont allés porter à la connaissance de Cyril Goubeji les constats faits pour les 117 observateurs déployés dans toutes les communes du Bénin dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Les détails dans un instant. Nous parlerons également santé dans ce journal avec l'atelier régional technique qui s'est ouvert ce mardi à Cotonou sur la réglementation pharmaceutique. 6 pays dans le Bénin s'auto-évaluent pendant une semaine. C'est une rencontre initiée par l'Organisation mondiale de la santé. Nous parlerons également spiritualité avec la 359e édition du Situtu, du culte endogène d'Amami. L'événement a mobilisé plusieurs fidèles de la religion à la plage de Togbin dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette cérémonie annuelle est un rituel de paix, de bonheur, de purification et surtout de réconciliation en prélude à la grande messe de Pesoso qui se déroule très bientôt à Nero au Togo. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Séance de travail ce mardi 20 septembre 2022 entre le gestionnaire mandataire de l'ANIP et les responsables de la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix. Ces derniers sont allés porter à la connaissance de Cyril Goubeji les constats faits par les 117 observateurs déployés dans toutes les communes du Bénin dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023. Les discussions ont tourné notamment autour des listes électorales provisoires affichées dans les bureaux de vote, mais qui ont été en grande partie détruites par les pluies de ces derniers jours. Voici le reportage signé Idrissou Boukari. Et ce n'est pas une faute à nous, c'est un calendrier électoral légal. Près de 2 semaines après l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire, les premières observations tombent à cette étape du processus électoral pour le compte des législatives de janvier 2023. Ce mardi, la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix vient échanger avec le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes. La COSEP a déployé ses observateurs sur l'ensemble du territoire national pour suivre les différentes phases du processus électoral jusqu'à l'installation des membres de la 9e législature de l'Assemblée nationale. Les responsables de la coalition viennent partager avec le gestionnaire mandataire de l'ANIP les constats faits sur le terrain par leurs observateurs. Mais certains ont vu dans certaines localités que ces listes qui étaient affichées ont été détruites. Les agents qui sont sur le terrain, nous avons constaté que beaucoup n'avaient pas une liste secondaire pour pouvoir remplacer ceux qui étaient déchirés. Nous avons constaté que les populations ne sont pas sorties pour aller consulter ces listes. Et pourquoi ça a été ainsi? C'est parce que ça a coïncidé avec la rentrée des classes. Les parents n'avaient que cette préoccupation en tête. La COSEP a profité de cette occasion pour transmettre à l'ANIP le document sur la participation des personnes handicapées à la vie politique au Bénin. Des plaidoyers ont été également formulés à l'endroit de l'ANIP et même au-delà. Nous plaidons aussi pour que les candidats des partis politiques pour les législatives 2023 tiennent compte des besoins des populations dans leurs projets. À chacune des préoccupations posées et des recommandations formulées, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a apporté des réponses et rassure les uns et les autres. Et donc, je voudrais vous rassurer, Madame la Présidente, que sur la base de votre plaidoyer, l'Agence nationale d'identification des personnes, en tenant compte des différents transferts que les gens ont eu à faire, des différentes corrections que les gens ont eu déjà à faire pendant une dizaine de jours, affichera une nouvelle édition de la liste dans la période du samedi 1er octobre au samedi 15 octobre, pendant 10 jours. Une version à jour de la liste électorale informatisée provisoire. L'objectif visé par la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix est la promotion de la participation de tous les citoyens au processus électoral. Le samedi 8 novembre 2022
est la date retenue pour la transmission à la Sénat de la liste électorale définitive. La Banque ouest-africaine de développement tient sa 132e session ordinaire à Cotonou depuis ce mardi. Les cadres de l'institution financière et les partenaires se penchent sur plusieurs projets à réaliser dans les prochains jours en faveur des pays membres. Le président de la banque, Serge Ekwe, en donne les grandes lignes au micro de nos envoyés à la session ordinaire. Suivant. Comme en témoigne l'ordre du jour de cette session, la Banque ouest-africaine de développement continue d'œuvrer aux côtés de ses États membres, de les accompagner pour renforcer la résilience de la région face au choc actuel et toujours poursuivre les efforts en faveur du développement économique équilibré de notre région. Nos États, vous le savez, subissent depuis quelques mois les conséquences de la guerre en Ukraine, avec une augmentation sans précédent du prix des produits pétroliers, de l'énergie et de certaines matières premières. Les interventions des États pour contenir les prix à des niveaux raisonnables pour les populations représentent un effort considérable, vous le savez, sur les finances publiques. Un point à l'ordre du jour de notre session vous proposera la mise en œuvre d'un plan d'urgence à impact rapide en faveur des États. En complément de ce programme, plusieurs projets sont soumis à l'approbation du Conseil. Il s'agit notamment de l'implantation et l'exploitation d'une unité intégrée de transformation de coton par la Société des textiles du Bénin, STB, dans la zone industrielle Glodjibé en République du Bénin. La mise en place d'un mécanisme d'assurance agricole indicielle en République de Côte d'Ivoire. La construction de la section Mékénandé de l'autoroute Dakar-Tiavaoune-Saint-Louis en République du Sénégal. La transformation du quai Sokopao en appontement pétrolier de la société Petroci en République de Côte d'Ivoire. Nous aurons également à examiner le réaménagement des conditions du prêt de la banque pour la construction d'un hôtel d'affaires de 4 étoiles dénommé Azalaï Abidjan par la compagnie hôtelière de la Lagune, SA, à Abidjan en République de Côte d'Ivoire. Restons avec la Banque ouest-africaine de développement qui accompagne la société Coca-Cola Donga Bottling Company dans ses projets de développement. Pour preuve, elle a signé une convention de prêt d'un important montant avec cette dernière. La cérémonie s'est déroulée ce lundi à Cotonou. Ingrid Dede pour les détails. Signature et échange de parapheurs. Ainsi se concrétise l'accord de prêt entre la Banque ouest-africaine de développement et la société Coca-Cola Donga Bottling Company. Le contrat va permettre à la société bénéficiaire de financer son projet d'implantation et d'exploitation d'un complexe brassicole et d'une ligne de fabrication de canettes dans la zone industrielle de Semipodi. C'est le lieu de saluer le leadership de M. El Hadj Sayo Zoubeirou, qui a promu ce projet, qui continue de le promouvoir, et pour ce défi qu'il s'est engagé à assurer afin de servir d'exemple aux entrepreneurs de la région. Pour finir, je voudrais vous inviter, vous et vos équipes, à prendre toutes les mesures utiles et nécessaires en vue d'une exécution, la meilleure exécution possible de ce projet et naturellement dans les délais prévus. D'une valeur de 20 milliards de francs CFA, ce soutien qu'apporte la Banque ouest-africaine de développement à la société Coca-Cola Donga Bottling Company marque un tournant décisif dans le développement de la société bénéficiaire. En effet, la société Coca-Cola Donga Bottling Company, désignée nouvel embouteilleur au Bénin et au Togo des produits de la marque Coca-Cola par la société des Coca-Cola Company, depuis le 1er juillet 2022, a pour ambition de devenir un hub industriel par la production et la commercialisation des boissons en canettes, bouteilles plastiques et bouteilles en verre cassable. Vous convenez avec moi que ce projet d'envergure, on ne peut plus grand, implique un accompagnement conséquent pour les investissements nécessaires. Cette collaboration qui va positionner la société Coca-Cola Donga Bottling Company comme l'un des plus grands pionniers de l'industrie agroalimentaire constituera un moyen efficace de lutte contre la pauvreté par la création d'emplois, en plus d'apporter une valeur ajoutée à l'économie béninoise.
Parlons à présent de la séance d'appropriation du programme d'adaptation des villes au changement climatique, une rencontre organisée au profit des nouveaux responsables administratifs et techniques des communes bénéficiaires du projet que sont Boikon, Komé, Semekpodji et Cotonou. C'est un programme financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre depuis 2018 dans ces 4 communes. La rencontre qui a eu lieu ce mardi à Cotonou est organisée par la cellule de coordination du PAVIC. Ouliat Sanoussi pour les détails. Les nouveaux responsables administratifs et techniques des communes s'approprient le programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC. Le projet intervient dans 4 villes du Bénin, à savoir Semekpodji, Komé, Boikon et Cotonou, où sont produits des documents d'urbanisme et des travaux avec des formations en appui au cadre des communes. Ces cadres ont exprimé ce besoin au cours du dernier COPIL du PAVIC qui s'est réuni le 28 juillet. Ils sont nouveaux au poste. Le PAVIC se déroule depuis 4 ans, donc c'est important pour eux de savoir ce qui se passe depuis 4 ans. Donc c'est à ce besoin que le ministère répond en les rassemblant à Cotonou pour les briefer sur les tenants et aboutissants, objectifs, activités, les attentes, pour qu'ils puissent nous appuyer vraiment à atteindre les résultats dans les délais. Le présent atelier que nous organisons nous permet d'atteindre cet objectif, car nous sommes persuadés qu'à la fin de nos échanges, la compréhension des différents processus en cours sera maîtrisée et améliorée par tous. Le PAVIC est financé par l'Agence française de développement AFD et mis en exécution depuis 2018. Plusieurs communications sont prévues au cours de cette séance, notamment la présentation du PAVIC sur ses réalisations en date et les perspectives, et la restitution sommaire du diagnostic réalisé par le cabinet d'assistance technique au programme. Le programme, il est en cours d'exécution. Il a commencé d'abord par de nombreuses études. C'est un temps qui est assez long. On essaie de comprendre sur les 4 communes quelles sont les difficultés rencontrées, quelles sont les zones qui sont vulnérables, où est-ce qu'il y a un danger pour les habitants. Et ensuite, essayer de trouver des réponses à ces dangers. Donc trouver des réponses, ça va être des infrastructures structurantes, ça peut être des collecteurs de crête comme à Boikon, ça peut être un réseau d'assainissement, ça peut être des voiries, ça peut être aussi des équipements comme ça qui vont permettre d'améliorer la vie, le quotidien des personnes. Et aujourd'hui, on est sur la phase des travaux, c'est-à-dire qu'on a démarré les travaux, notamment les travaux de voirie, et on avance comme ça en parallèle sur l'ensemble des 4 villes. Le PAVIC est un projet prioritaire du programme d'action du gouvernement que conduit le ministère du cadre de vie. Je prends le cas de Cotonou par exemple. Nous intervenons à Cotonou sur 2 bassins. Qui connaît Agla connaît bien les inondations historiques qu'on a souvent à Agla. Donc le projet prolonge le collecteur de Agla sous les pylônes vers la voie inter-État, vers la droite. Nous allons également faire un bras de collecteur qui rentre dans les bas-fonds de Agla, qui draine les eaux. Sur le bassin de Agla, on est en synergie avec le projet PAPC. Donc c'est une synergie d'action avec ce projet du gouvernement où, à terme, Agla serait mis hors d'eau. À Cotonou aussi, on est à Papa, dans la zone de Sekandi, Soudjatime, Irede, Yenawa, pour que cette zone également de Cotonou soit mise hors d'eau en saison de pluie. À Komé, c'est pareil. À Semé aussi, on intervient à Sekandi et Pé. À Boikon, qui est le cœur même de notre intervention dans cette zone, on prolonge le collecteur de crête de Boikon, qui est très connu, sur environ 10 km 600 jusqu'à l'exutoire. Cette séance va permettre à tous les nouveaux responsables des différentes communes d'intervention du PAVIC de mieux s'approprier le projet et pour pouvoir mieux l'accompagner dans toutes les actions qui seront mises en œuvre dans les communes. La mobilisation et l'engagement des collectivités locales sont donc souhaités autour du programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC, au fin d'avoir des impacts significatifs. Ce qui ne serait pas possible si ces nouveaux acteurs ne s'imprègnent pas du projet. La problématique de la gestion des ressources phytogénétiques est au cœur d'un travail de réflexion scientifique qui se déroule depuis ce lundi à Grand Popo. Il s'agit d'un atelier national sur les enjeux et défis liés à la production de ces ressources, une initiative de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin qui vise à permettre au pays de disposer d'une base de données pour cet exercice de conservation des ressources phytogénétiques. Narcisse Alossé pour plus de précisions. Malgré l'existence de tests juridiques appropriés organisant les entrées et sorties du pays des ressources phytogénétiques, aucun suivi des échanges n'est documenté. Aujourd'hui, le monde universitaire sonne la mobilisation, d'où cet atelier organisé autour des enjeux et défis liés à la gestion des ressources phytogénétiques.
Qu'est-ce que nous appelons évidemment les enjeux? C'est ce que l'on peut gagner ou perdre. Et qu'est-ce que nous appelons défis? C'est les difficultés qu'on peut rencontrer et les problèmes. Tout cela, c'est des choses que nous allons traiter parce que les ressources phytogénétiques et les semences contribuent à la qualité et à la quantité et au rendement du produit agricole. Enjeux et défis vitaux donc pour l'humanité. Et 2 jours durant, ces scientifiques vont réfléchir autour des voies et moyens pouvant permettre au Bénin de disposer d'une base de données de ces ressources. Mais déjà, les recherches ont révélé beaucoup d'efforts. Lorsque nous voyons les problèmes liés à la disponibilité et à la cherté du blé aujourd'hui, le manioc se présente quand même comme un bon candidat pour substituer au blé dans la transformation boulangère et pâtissier. Et au Bénin aujourd'hui, nous avons fait beaucoup d'efforts et dans ces efforts, nous avons des variétés améliorées de manioc qui se présentent comme de bons candidats puisque ces variétés sont précoces, à cycle court et bien adaptées aux conditions pédoclimatiques et sont de type très friable. Sur le fonio, il existe déjà une base de données moléculaire, il existe différentes accessions et nous allons travailler à mieux comprendre les aspects agroécologiques, d'écologie microbienne qui nous permettent d'augmenter le rendement et permettre à ce que le fonio soit cultivé en dehors de la zone de prédilection de la Takora et pour qu'on puisse avoir une meilleure quantité et que ce fonio puisse facilement remplacer en partie le blé pour le petit déjeuner. Parallèlement à ces efforts, les participants devraient aussi se pencher sur la question de la disponibilité d'une institution chargée de la conservation des ressources. Il y en a au Ghana à côté, il y en a au Nigeria, mais il n'y en a pas au Bénin. Une institution indépendante qui fait cela. Dans les grands pays, ça existe déjà. Et les gens ont des semences qui datent de 3, 4, 5, 8 siècles et même un millénaire qu'ils arrivent à conserver. Nous devons arriver aussi à ça. Arriver à ça, c'est l'ambition de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, dont c'est la 2e activité cette année. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, c'est parce qu'il y a eu quelques petites difficultés techniques. Et malgré ça, vous êtes tous là présents. Cela nous fait vraiment plaisir pour que notre rapport d'activité ne soit pas creux. Au total, 4 communications meubleront les travaux de cet atelier. Les réflexions, elles, devraient aboutir à des recommandations devant contribuer à renforcer la législation en cours au Bénin. Parlons à présent des femmes entrepreneurs béninoises qui sont depuis ce mardi à l'école de l'Agence belge de développement ENABEL pour le renforcement de leurs capacités en leadership. C'est à la faveur d'un atelier de dissémination de la boîte à outils de l'entrepreneuriat féminin dans le cadre du projet DigiBoost. 3 jours de travaux qui se déroulent à Grand Popo dans le département du Mono. Voici le compte rendu signé Narcisse Alossé. Devant ce parterre d'hommes et de femmes représentant des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant et les femmes entrepreneurs, des émissaires de l'Agence belge de développement et du projet DigiBoost, tels des enseignants, ils montrent à l'assistance le contenu de la boîte à outils de l'entrepreneuriat féminin. L'idée, c'est de travailler avec ces structures à présenter des outils, à créer un cadre favorable pour permettre aux femmes entrepreneurs béninoises d'être accompagnées de manière plus performante dans des environnements qui leur conviennent le mieux, avec des outils qui leur correspondent le mieux. C'est de faire en sorte que ces femmes entrepreneurs innovantes et numériques au Bénin puissent devenir encore plus fortes. En somme, renforcer et consolider l'écosystème de l'économie numérique autour de l'entrepreneuriat innovant pour le leadership féminin. L'exercice ne souffre pas de la complexité d'ENABEL, dont l'engagement reste le même au chevet des femmes entrepreneurs. La promotion de l'entrepreneuriat, de promouvoir en fait un écosystème favorable pour l'émergence d'initiatives entrepreneuriales est vraiment au cœur de la stratégie ENABEL et également vraiment en appui en fait aux femmes entrepreneurs et de leur permettre en fait d'avoir des outils qui soient adaptés aux besoins en fait des femmes. Des besoins dont la boîte à outils sera scrutée au cours de ces assises.
Une boîte à outils dont le contenu est assez fourni. Qui a différents modules qui va toucher à la fois un aspect qui est lié, un aspect plus sur le profil de la femme entrepreneur, mais aussi sur des aspects techniques, donc sur des questions de leadership, sur les difficultés qu'elles vont rencontrer, mais aussi sur des méthodes et des approches techniques pour leur permettre, avec leurs idées, leur entreprise, de les faire évoluer et de passer à une autre échelle. Les participants à cet atelier, la cinquantaine environ, eux, nourrissent des ambitions. C'est de pouvoir vraiment prendre connaissance de ce qui a été mis en place pour vraiment aider les femmes à pouvoir vraiment avoir des entreprises innovantes. Afin que les femmes entrepreneurs ou les femmes qui travaillent avec ces entreprises que nous accompagnons puissent trouver effectivement leur place et qu'elles puissent davantage s'épanouir dans cet environnement, dans cet écosystème entrepreneurial au Bénin. Projet d'appui au renforcement de l'écosystème de l'économie numérique au Bénin, DigiBoost est financé par l'Union européenne, tout comme le programme de la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, WANCOP, qui accompagne aussi cette initiative. 3 jours de travaux qui prennent fin jeudi prochain. Parlons santé à présent. 6 pays dans le Bénin s'auto-évaluent en matière de réglementation pharmaceutique. C'est à la faveur d'un atelier régional technique d'une semaine qui se tient à Cotonou. Il est initié par l'Organisation mondiale de la santé. La cérémonie d'ouverture des travaux est placée sous la tutelle du ministère béninois de la Santé. Idrissou Boukari. Les autorités nationales de réglementation pharmaceutique du Bénin, du Burundi, des Comores, Madagascar, du Mali, de la Mauritanie et de la République démocratique du Congo en conclave à Cotonou. C'est l'atelier technique régional consacré à leur auto-évaluation. Il s'agit d'examiner ensemble le point de la mise en œuvre des missions qui leur ont été assignées, les faiblesses, les difficultés et les défis qui s'imposent à elles, au fin de lutter efficacement contre la vente des faux médicaments sur les marchés internationaux et nationaux. C'est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé avec des objectifs bien précis. Avant de pouvoir renforcer les capacités, il faut savoir à quel niveau de ces capacités-là une autorité ou une agence est. Et donc cet atelier a pour objectif principal de les aider à s'auto-évaluer sur les niveaux de maturité des fonctions réglementaires afin de savoir comment pouvoir in fine développer des plans d'action en vue de les renforcer. La rencontre de Cotonou permettra également aux différents pays participants d'harmoniser les pratiques réglementaires pour plus d'efficacité. Selon le processus d'auto-évaluation de l'Organisation mondiale de la santé, il sera question de juger la capacité des régulateurs sur les critères clés d'homologation des médicaments avant leur mise en vente afin d'identifier les insuffisances à corriger. Soucieux du bien-être des populations, le gouvernement du président Patrice Talon a initié plusieurs réformes dans le sous-secteur pharmaceutique, notamment la création en septembre 2019 de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique active sur le terrain. Sur le terrain, quand l'autorité de régulation est forte, ça garantit déjà la qualité des produits qui sont mis sur le marché. Ça garantit la qualité également de l'évaluation qui est faite de ces produits, parce que quand les produits sont fabriqués, il faut bien les évaluer. Et plus nous sommes outillés, mieux nous évaluons, et donc nous garantissons à nos populations que les médicaments qui sont consommés sont de bonne qualité, sont sûrs et sont efficaces, et surtout accessibles à moindre coût. Chers participants, vous serez invités à définir une feuille de route en accord avec l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé, en adéquation avec les échéances d'auto-évaluation et de validation des résultats en préparation à l'évaluation formelle, conformément au plan de développement institutionnel qui sera généré pour chacune de vos autorités de réglementation. Les travaux de l'atelier technique régional prennent fin vendredi prochain. La réglementation pharmaceutique vise à promouvoir et à protéger la santé publique. Ouvrons à présent la page éducation de ce journal. Vous le savez déjà, l'école béninoise a ouvert ses portes depuis hier lundi sur l'ensemble du territoire national. Dans les écoles primaires, publiques comme privées, les acteurs ont repris les activités scolaires. Malgré la grosse pluie qui s'est abattue sur Cotonou et environ, la rentrée a été effective. Écoliers et écolières ont répondu à l'appel des enseignants. Clément Tchadé pour les détails. Bonjour les amis, comment ça va?
C'est la rentrée des classes au Bénin après plus de 2 mois de repos. Apprenants et enseignants se retrouvent en salle de classe. Dans les écoles primaires de Cotonou et Abomey-Calavi, l'heure est aux dispositions pratiques pour le démarrage des activités pédagogiques, comptant pour l'année scolaire 2022-2023. Au complexe scolaire public de Ménotin, le directeur se réjouit de la volonté manifeste des écoliers qui ont bravé la pluie ce lundi matin. Un bon pour elle aussi. Yabo, yabo. Ici à Itchédji, la rentrée scolaire 2022, de l'année 2022-2023, s'est très bien effectuée. Oui, on s'est très bien effectué, puisque depuis la semaine dernière, nous avons déjà fait la pré-rentrée. Cette pluie, on peut dire que ça a perturbé un peu l'ordre normal des choses. Donc, toutefois, les apprenants se sont déplacés, même pas tel qu'on le souhaite. Donc, je peux dire qu'on peut noter une reprise timide. Ce qui est sûr, d'ici à demain, on attend les enfants qui vont certainement se mettre au pas. Et donc, je vais leur souhaiter, n'est-ce pas, une bonne reprise. Les professeurs ont démarré les cours exactement à 8 heures précises. Malgré la pluie, nos apprenants sont déjà prêts et les cours ont démarré déjà à 8 heures pour midi. Dans les écoles privées, la mobilisation a été spontanée avec le démarrage effectif des cours. C'est le cas par exemple sur les différents sites du complexe scolaire Clé de la Réussite et Sainte-Claire. Ici, l'année scolaire démarre avec des innovations afin d'obtenir un bon taux de réussite. Ici à la Clé de la Réussite, on a commencé les choses ce matin, on a commencé les leçons et tout va bien ici à Ménotin. On a commencé les leçons, on a commencé le vocabulaire thématique en français et puis en US moral. C'est ce qu'on a fait, on a commencé ce matin. Toujours chaque année c'est 100% et c'est ça que nous souhaitons que nous ayons chaque année. D'abord pour les apprenants, nous allons leur demander d'ici 3 semaines, nous allons commencer les premiers devoirs. Ils ont intérêt à commencer par apprendre les toutes premières leçons. Comme vous le constatez, depuis le matin, les enfants sont venus nombreux et les tout petits enfants sont accompagnés par leurs parents pour les inscrire. Les emplois de temps sont déjà établis et tout se passe normalement. En ce début de la rentrée, l'administration et le personnel enseignant consacrent aussi un temps de conseil aux apprenants. Ils invitent par ailleurs les parents à plus de responsabilités. De meilleurs résultats, et cela est dû à nos rigueurs ici. Je rassure les parents de ne pas avoir d'inquiétude par rapport à la rigueur. Les cours ont bien démarré et nous avons l'ambition de cette année de corser davantage nos séances de travaux dirigés et les renforcements des tout derniers moments et faire appel à des compétences externes. Je veux parler des inspecteurs, des conseillers pédagogiques pour mieux vraiment encadrer les enfants afin que les résultats soient meilleurs par rapport à l'année dernière. Mon message à l'endroit de nos élèves, c'est qu'ils soient sages, qu'ils se donnent plus au travail. Nous sommes prêts à les accompagner. Je parle en tant qu'enseignant en général. Le compte à rebours est ainsi lancé. Enseignants et écoliers sont aguerris pour l'exécution des programmes. Si dans l'ensemble des complexes privés parcourus, aucun incident n'est signalé, des problèmes existent dans les écoles publiques. L'exemple de cette école exposée à l'inondation en 7 ans de pluie à Cotonou et environ. Tout comme dans le primaire, la rentrée scolaire est aussi effective. Dans les établissements secondaires, une équipe de notre rédaction a sillonné quelques collèges pour constater le démarrage des activités pédagogiques. Dans l'ensemble, tout se déroule bien. Seul bémol, les aspirants au métier d'enseignant se plaignent du quota horaire qui leur est confié. Tédé Goudalo pour plus de précisions. Pas de temps perdu ce 19 septembre 2022, jour du démarrage des activités scolaires sur le territoire national. Les défis restent toujours les mêmes. Il s'agit d'aider les apprenants à franchir les obstacles des processus d'apprentissage et d'évaluation.
afin de contribuer à la formation d'une relève de qualité, comme l'a souhaité les programmes d'études. Je suis arrivé dans cette salle il y a quelques instants. Avant ça, j'étais dans une classe de première D. Comme vous l'avez constaté déjà, à 6h30, la pluie a commencé, donc c'est la preuve que Dieu aussi est avec nous. On a eu une rentrée bénie, une rentrée apaisée. Et d'ailleurs, le gouvernement aussi, pour qu'on ait une rentrée apaisée, a commencé par satisfaire les enseignants. Les enseignants ont eu leurs primes à temps, les heures supplémentaires ont été payées. Il a déjà commencé par surprendre positivement les AME. Vous voyez déjà, donc on peut déjà dire qu'on aura une très belle année scolaire cette année. Déjà, moi, j'étais au cours depuis 7 heures, donc j'ai démarré effectivement les activités. Concrètement, ça se passe bien, les élèves sont tous là et les cours ont bien démarré. Je viens de voir les élèves et ils sont assez nombreux, ils sont arrivés malgré la situation climatique difficile. Ils sont arrivés et pour les 10 à 20 minutes que je viens de faire avec eux, ils m'ont paru déterminés pour travailler et poursuivre correctement le travail au cours de l'année. Et pour atteindre ces objectifs, la détermination des apprenants et surtout le suivi des parents sont capitaux. Du côté des élèves, ils sont tous fiers de se retrouver à l'école. Ils expriment d'ailleurs leur satisfaction et prennent l'engagement de faire de cette nouvelle rentrée académique une réussite. J'ai démarré la rentrée bien. Mes parents m'ont payé les fournitures dont j'ai besoin pour commencer la classe de 3e. Je pense que cette année, ce sera bon parce que normalement, on ne trouvait pas vite les professeurs, mais c'est bien. On a démarré les cours normalement. Je pense bien de bien travailler en classe, de suivre mes professeurs quand ils expliquent le cours. Je suis bien content d'avoir commencé la rentrée et j'espère que cette année sera la meilleure année. Je souhaite le succès pour tous les enfants de la terre qui vont divers examens, même dans les classes antérieures. La particularité de cette année, c'est de faire en sorte que les enfants réussissent davantage. Et nous allons mettre l'accent sur le renforcement des capacités des enseignants. Déjà, nous avons commencé pendant la journée pédagogique et nous allons continuer dans cette lancée-là pour que les enseignants qui vont transmettre la connaissance soient, n'est-ce pas, mieux aguerris que par le passé. Et quand l'enseignant est bon, il va de soi qu'il donne de bons rendements et que les enfants réussissent nombreux. Au niveau des établissements sillonnés, les aspirants au métier d'enseignant se plaignent d'un problème qui, selon eux, persiste. Il s'agit du quota horaire qui leur est confié. Le quota horaire est énorme. Passer déjà de 18h à 26h, vous vous rendez compte, on travaille sans relâche. Il faut travailler sans répit. Tout compte fait, on a commencé, nous avions l'obligation de travailler. On n'a pas le choix. En attendant d'éventuelles réductions du quota horaire, les AME sont quand même tenus d'être présents dans leurs classes respectives en vue de dispenser les cours aux apprenants. Et à l'instar des autres localités du Bénin, les écoles, lycées et collèges de Nati Tengou ont aussi repris vie depuis hier lundi. Après les vacances, écoliers et élèves et enseignants ont repris le chemin des classes. C'est donc parti pour 9 mois de cours. Une de nos équipes de reportage a sillonné quelques établissements scolaires de la cité de Nanto. Voici le constat. Nous sommes ici à l'école urbaine Centre de Nati Tengou ce lundi 19 septembre. C'est le jour de la rentrée des classes pour le compte de l'année 2022-2023. Écoliers et enseignants ont ainsi repris le chemin des classes pour 9 mois. Les écoliers et le personnel enseignant sont au rendez-vous. Maintenant, par rapport au démarrage du cours, nous dirons oui parce que nous avons un chronogramme que nous suivons sur le plan national. Aujourd'hui, c'est dire que de 8h à 10h, nous devons accueillir les écoliers et les installer. Et cet accueil
se déroule dans un environnement peu favorable à la reprise normale des cours, avec à la clé une cour herbeuse et certaines salles de classe en état de délabrement très avancé. C'est le travail des parents. Ils devaient nettoyer la cour pendant la période de la pré-rentrée, mais on n'a pas eu vraiment la chance de retrouver les parents. Les parents n'étaient pas du tout présents. Pendant que ces apprenants du groupe C peinent à reprendre les cours, au groupe B du même complexe scolaire, c'est déjà l'évaluation diagnostique, une situation de classe qui prouve que le chronogramme établi par le ministère de tutelle est rigoureusement suivi. Les choses évoluent à peu près parce qu'à la pré-rentrée, nous sommes arrivés du lundi au vendredi. Nous avons attendu les parents d'élèves qui n'étaient pas au rendez-vous, ni les écoliers. Donc ce matin, nous sommes en train de faire bouchée double. Nous avons rapidement nettoyé les classes et les quelques élèves que nous avons reçus sont dans les classes. Et les maîtres ont commencé les cours par l'évaluation diagnostique. Au CG1 de Nati Tengu, l'affluence des acteurs du monde éducatif dans cette cour traduit à plus d'un titre la reprise effective des classes, même si les situations de classe proprement dites ne sont pas encore perceptibles. Au niveau du CG1 de Nati Tengu, toutes les dispositions ont été prises pour que la rentrée soit effective. À cet effet, depuis le 2 septembre, toute l'administration était présente pour accueillir les usagers et leur donner satisfaction à leurs besoins. Mais la réalité que vous allez observer, c'est que, apparemment, un collège qui ouvre habituellement ses portes pour accueillir quelques 2000 élèves, ce collège-là, il est pratiquement désert. Ça veut dire qu'à côté des dispositions que l'administration prend, il y a les élèves et leurs parents qui doivent contribuer à l'effectivité de la rentrée. C'est malheureusement cet aspect qui fait constater que la rentrée n'est pas effective en termes de démarrage des cours. Au lycée des jeunes filles de Nati Tengu, les cours ont rigoureusement démarré déjà à 8 heures. Apprenants et enseignants étaient à la tâche. Au lycée de jeunes filles de Nati Tengu, les cours ont bel et bien commencé ce jour, 19 septembre 2022, à 8 heures. Les professeurs ont reçu leur emploi du temps depuis près d'une semaine et tout a été mis en place. Les cours ont déjà démarré. Autre collège visité, celui de Saint-Augustin de Nati Tengu. Ici, la matinée de ce lundi est consacrée à l'orientation des élèves. Vous allez constater que je tiens quelque chose ici, c'est leur carnet de correspondance. C'est là-dedans qu'il y a le règlement intérieur. Donc chaque élève est tenu d'en avoir. Et là-dedans, ils peuvent vérifier, après lecture ici, ce qui n'a pas compris, relit ça à la maison pour qu'il ne tombe pas dans le panier des préfets de discipline. On retiendra que dans la cité de Nanto, complexes scolaires, collèges et lycées ont réouvert leurs portes en ce premier jour de la rentrée scolaire, même si dans certains établissements publics, les situations de classe n'ont pas encore démarré. Parlons à présent de la 359e édition de Situtu du culte endogène dans Mami. L'événement a mobilisé plusieurs fidèles de la religion à la plage de Togben dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette cérémonie annuelle est un rituel de paix, de bonheur, de purification et surtout de réconciliation. Reportage. La cérémonie est symbolique et pleine de sens pour les adeptes du culte d'Amami. Il s'agit bien là du Situtu, un rituel de paix, de bonheur, de purification, de réconciliation et de sanctification par ablution et aspersion. C'est un moment de pardon, de purification religieuse et de réconciliation.
Elle précède surtout en ce qui concerne les pratiquants Guinvaudou, le pèlerinage annuel au lieu saint avec Bacho à Gredipodi qui reste le sanctuaire des 41 divinités Guinmina. Cette rencontre annuelle religieuse et spirituelle initiée par l'Association nationale officielle des prêtres Hounon, Guin et Damami du Bénin est à sa 359e édition. Elle s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la fête de Epéépé, fête identitaire des Guinmami du Ghana, du Togo, du Bénin et de leur diaspora. Nos ancêtres savaient que durant toute une année ou durant des mois, leurs enfants, il peut y avoir des différends qui peuvent se poser entre leurs enfants. Donc ils ont institué quelque chose pour dire, dès que le moment vient pour rentrer dans le nouvel an, bien, vous devez vous réconcilier, vous devez vous sanctifier. Donc si tout ça sanctifie l'homme, ça purifie l'homme, ça réconcilie l'homme dans son immensité. Dans 4 jours maintenant, nous allons nous rendre à la Mecque, qui est à Gredipodi, pour la prière de la pièce sacrée. Et après la prière de la pièce sacrée, on revient à Néfor, qui est la Médine, pour continuer encore d'autres cérémonies. Le rituel de paix a connu la présence des autorités à divers niveaux. Il s'agit notamment du maire de la commune d'Abomey-Calavi qui reconnaît l'importance de cette mobilisation à travers les propos du défunt professeur Honora Agassi. Le professeur Honora Agassi a parlé de l'endogénéité du développement. L'endogénéité du développement. Le développement qui exclut cette vie, qui exclut les valeurs traditionnelles endogènes d'un pays ne pourra jamais aboutir. Voilà, ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.